La France dans tous ses états. Sommes-nous tous devenus dépendants de nos écrans et de quels effets parle-t-on ? On parle beaucoup des jeunes, des mineurs, premières victimes de cette addiction et de cet accès précoce aux informations, à des images qu'ils ne devraient pas voir. On en parle avec Fabrice Epelboin, enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha. Bonjour Fabrice Epelboin, merci d'être sur Sud Radio avec nous pour ce sujet extrêmement sensible et très important. Je fais un tout petit passage dans notre mémoire. Vous vous souvenez quand Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, sous le gouvernement de Lionel Jospin, avait dit on va introduire les ordinateurs à l'école et les écrans vont révolutionner la jeunesse, on va multiplier par 2 l'efficacité de l'Éducation nationale. On n'a pas tout à fait le compte, hein, j'ai l'impression aujourd'hui. Monsieur Allègre s'est légèrement trompé. C'est vraiment raté. Après, l'introduction de l'informatique à l'école s'est fait de façon catastrophique, sans qu'on initie réellement les jeunes à l'informatique. On les a finalement formés à la suite Office, de façon à intégrer dans l'éducation nationale les coûts de formation de Microsoft pour en faire des employés prêts à l'emploi. C'est un échec complet. En soi, c'est pas idiot d'introduire de la modernité, de la technique, des moyens de communication meilleurs dans un milieu éducatif, ça, et même dans la société. Pourquoi il y a eu cette dérive? C'est-à-dire que la recherche de l'atome qui devait soigner des maladies est devenue la bombe atomique. Comment se fait-il que cet instrument, qui était un instrument de progrès, de connaissance, d'amélioration du savoir, est devenu aujourd'hui, je reprends le titre de votre collègue ou confrère Desmurger, la fabrique du crétin numérique. Est-ce que la fabrique du crétin numérique se porte bien aujourd'hui, Fabrice Epelboin? Déjà, il s'agit pas du même outil. À l'époque d'Allègre, on parlait d'un ordinateur et de s'initier à l'informatique. Là, on parle de tablettes ou de smartphones qui sont certes des ordinateurs d'un point de vue technique, mais qui sont extrêmement éloignés de la chose informatique. C'est de poche, voilà. C'est de poche, mais surtout, ça n'a plus grand-chose à voir avec un ordinateur, donc il faut explorer les entrailles pour arriver à le faire marcher et le programmer. On est très très loin de l'idée de l'informatique. On est dans un outil qui est destiné à des utilisateurs qui n'ont aucune compréhension de ce qu'est l'informatique et on ne leur demande aucune compréhension. Donc c'était pas du tout le même but. Là, on a affaire à un phénomène qu'on apparente à l'addiction, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec les drogues, et qui effectivement cause des dommages aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Pas aussi dramatique que ce qu'on en dit dans les médias, mais malgré tout, c'est un réel problème. Après, la solution est idiote et potentiellement liberticide. L'écran, en fait, il permet une mauvaise... Le numérique, vous êtes d'accord, l'informatique, c'est une forme de connaissance, c'est un outil de travail. L'informatique, c'est une clé de lecture indispensable pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Bon, et vous nous dites, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tout dépend de l'usage dont on en fait. Et pour vous, le problème, c'est l'écran, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse mettre, au lieu de lire un livre, ou au lieu d'aller vers une connaissance, écouter un cours, on va sur un écran, on voit, c'est quoi, c'est qu'on voit... Le problème, c'est pas l'écran, le problème, c'est la science qui a été mise en œuvre depuis une vingtaine d'années pour créer les interfaces qu'on consulte sur les écrans. Cette science s'appelle la captologie. C'est quelque chose qui a été conçu à la fin du XXe siècle et qui a émergé réellement au début du XXe siècle, du XXIe, et qui a complètement inondé les applications qui servent à faire de l'entertainment. D'accord. Donc vous TikTok pensez est le plus gros, le plus bel exemple. D'accord. Vous pensez que c'est un outil, il y a une forme de préméditation. Enfin bon, ils savaient ce qu'ils faisaient ces gens-là. Bien sûr. Il y a une science. Il y a une science qui est développée depuis 20 ans sur la captologie, qui est l'art de capter le temps de cerveau disponible de façon à fourguer de la pub ou des idées. Mais c'est une véritable science qui a été parfaitement théorisée et qui est mise en application dans la plupart des applications du type TikTok, Instagram, Facebook, tout ça repose sur cette science de la captation de l'attention, qui n'est pas du tout la même relation à l'écran que vous avez quand vous utilisez Microsoft Word, par exemple. Où là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas tous ces problèmes d'addiction qu'on a finalement mis à jour avec les réseaux sociaux. Donc on est vraiment sur une problématique qui est l'exploitation d'une typologie d'interface qui crée cette captation de l'attention, et on peut utiliser les écrans pour tout un tas d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Oui, en fait, vous confirmez, vous donnez une explication à la fameuse phrase de Patrick Lelay, qui était PDG de TF1 dans les années 90, et qui disait « Mon métier consiste à mettre du temps de cerveau disponible
Il parlait de Coca-Cola qui était l'annonceur publicitaire. Moi, je fais des émissions de télé et le cerveau capte l'image et quand la pub arrive, eh ben elle rentre dans le cerveau beaucoup plus facilement parce que j'ai préparé le terrain. C'est un petit peu ça. C'est exactement ça. Patrick Lelay faisait des émissions, Elon Musk et Mark Zuckerberg font des algorithmes. Mais c'est le même principe et c'est la même finalité. Ça aboutit à quoi? Prise de contrôle des consciences, orientation, on peut dicter des comportements, des addictions, des modes de consommation et de pensée tout simplement. Ah bah oui, le but du jeu c'est de vendre de la pub, donc effectivement c'est de générer des comportements d'achat, mais on peut aussi générer des comportements d'adoption d'une idée, on peut faire plein de choses avec ça, de la même façon qu'on fait ça avec les médias. Patrick Lelay avait aussi une dimension politique dans son usage d'une chaîne de télévision. On est passé aux algorithmes, on est passé aux ordinateurs, aux smartphones, c'est beaucoup plus sophistiqué que l'époque où Patrick Lelay composait un programme pour capter l'attention des téléspectateurs et leur fourguer de la publicité parce qu'il avait capté le temps de cerveau disponible. On est aujourd'hui dans un système algorithmique bien plus sophistiqué, mais la finalité est la même. Vous vous souvenez qu'on disait à l'époque que certaines chaînes pouvaient peser sur le scrutin, sur la vie électorale, selon le type d'émission. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre en conditionnel? Non, mais vous nous expliquez maintenant que ça c'est beaucoup plus élaboré, et la technologie est allée plus loin, et que l'écran aujourd'hui, c'était l'écran de télé dans la famille à certaines heures de la journée, et qu'aujourd'hui on a ça dans sa poche en permanence, et qu'il y a derrière une industrie de la communication, de l'intoxication, de l'addiction, qui fonctionne de façon très efficace. Et c'est individualisé, ce qui n'était pas le cas de la télévision. On avait un programme pour des millions de personnes. Là, on a 1 million de programmes pour des millions de personnes. Donc ça, c'est extrêmement sophistiqué, mais la finalité est toujours la même, orienter le vote des téléspectateurs dans ses usages les plus maléfiques, mais qui ne datent pas des réseaux sociaux, ou effectivement fourguer du temps de cerveau disponible à des annonceurs, ce qui est vieux comme les médias au final. Alors, en fait, quand on disait, la lecture, je rappelle que Mein Kampf était quand même un livre, c'était quand même de la littérature, on sait les dégâts que ça a fait, mais il fallait faire l'effort de lire le livre. Aujourd'hui, l'écran, il est accessible à tout moment, à tout le monde, à tous les niveaux de connaissance. C'est-à-dire, la contamination, elle est immédiate. La contamination est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire surtout depuis l'arrivée de TikTok et le modèle TikTok du format très court a été copié par tous ses concurrents. Aujourd'hui, on a, et c'est l'un des problèmes qu'on a vis-à-vis des enfants, habituer les gens à être sous un flux continu de captation d'attention très courte. Donc, du coup, on observe effectivement chez les enfants une perte de la capacité d'attention. Quand j'étais au collège, on avait des cours de maths de 2 heures, ça posait aucun problème. Aujourd'hui, c'est une hérésie d'imaginer que des gamins de 12 ans vont pouvoir suivre un cours de maths de 2 heures. Donc, affaiblissement de la concentration, de l'attention, donc effondrement du niveau de l'enseignement, inévitablement, puisqu'on n'arrive pas à avoir un suivi sur l'application, sur l'instruction. Alors oui, c'est l'une des raisons, mais c'est vraiment multifacette. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour vous à signaler dans cette dérive? Le premier dégât, c'est quoi? Le dégât principal? La démission des parents. Oui. La démission des parents, si vous avez vous des adolescents à la maison, vous avez eu, même s'ils sont sans doute un peu trop vieux maintenant, mais j'imagine que vous avez mis un filtre parental. Non, ils sont en plein dans 18, 14 et 12. Je peux vous dire que c'est bridé de façon, parce que je sais ce que vous dites et que je l'ai vécu ailleurs, je suis extrêmement vigilant sur cette question. Et donc, vous avez installé un filtre parental sur l'ordinateur familial, et avant de leur offrir un smartphone, parce que vous n'avez pas pu y échapper, vous avez installé un filtre parental sur le smartphone, j'espère. Et ce filtre parental vous permet de définir un couvre-feu, de définir un temps d'usage maximum, d'interdire certains contenus. C'est de votre responsabilité à vous, parents. C'est pas à l'État de le faire. Je suis allé un petit peu plus loin, Fabrice Eppelbaum. J'ai soigné l'enfant, c'est-à-dire je l'ai protégé contre les dérives possibles. Ce qui serait l'idéal, évidemment, et c'est ce que vous prescrivez. Mais pour autant, il existe des moyens pour les parents de limiter les dégâts et de faire en sorte que les enfants ne puissent pas accéder, à des communications, à des informations, à des réseaux sociaux nocifs. Vous mettez TikTok en premier quand même ou non? Il y en a d'autres, je suppose. TikTok, oui, je le mets en premier parce que c'est le premier réseau social chinois à avoir débarqué dans le monde occidental. Ce qui fait que tout d'un coup, on a pu poser des vraies questions qu'on se posait déjà entre spécialistes à l'époque de Facebook et d'Instagram. Mais pour une fois, on n'a pas eu une levée de bouclier de tout un tas de gens qui étaient plus là pour protéger les intérêts des GAFAM qu'autre chose. TikTok, c'est des Chinois, donc c'est des méchants, et donc on peut y aller. Qui plus est, leur algorithme est
plus efficaces encore que ceux d'Instagram et de Facebook, ce qui le rend potentiellement plus dangereux, plus inquiétant, parce qu'on n'a pas la moindre idée de la façon dont il fonctionne, alors qu'on sait à peu près comment fonctionne celui de Facebook et on sait comment fonctionne celui de Twitter. Là, TikTok, c'est un mystère, et puis c'est une puissance qui est clairement ni un allié, ni un ami, ni un partenaire historique, et qui est potentiellement hostile, c'est la Chine. Alors que les États-Unis, il a fallu attendre le retour de Trump pour que tout d'un coup on se pose des questions sur la nature de cet allié. Fabrice Epelbois, vous êtes enseignant à Sciences Po. Est-ce que, pour rentrer, j'allais dire, dans le vif du sujet, on y est depuis un moment, mais le stade d'après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il existe aujourd'hui potentiellement un arsenal législatif? Est-ce que la classe politique, est-ce que nos gouvernants peuvent prendre, j'allais dire, en conscience des mesures efficaces pour limiter ce massacre et les ravages potentiels que cette dérive est en train d'engendrer dans la société? Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen politique de résoudre ce problème? Alors, le moyen politique, vraiment, reste à trouver. Il n'est pas évident du tout. On a quand même affaire à une opinion publique française qui, aujourd'hui, se déroule dans un territoire américain ou un territoire chinois, mais en aucun cas un territoire européen. Donc, d'un point de vue législatif, on est quand même assez limité par ce fait. Et puis, la loi qu'on est en train de mettre en place n'aura pas grand effet et aura des effets pervers qui seront infiniment plus dramatiques que ce qu'on cherche à soigner. Alors, au niveau de l'instruction, de l'éducation nationale, est-ce qu'on peut quand même préparer, prévenir, au lieu à défaut de guérir? Est-ce qu'on peut armer notre jeunesse contre ce fléau et leur apprendre à faire la part des choses, savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? J'ai envie de vous dire que ça va se passer dans le secondaire et pas dans le supérieur, qui est mon domaine, et que dans le secondaire, ma foi, la barque est tellement chargée que ça dépend de l'établissement où sont vos enfants. Il y a certains établissements qui pourraient tout à fait prendre en compte ce genre de choses et ajouter ça et se former. Mais il y a quand même beaucoup d'établissements qui sont tellement noyés dans les problèmes que ça va être le cadet de leurs soucis. Maud Koffler va vous poser une question. Oui, Fabrice Epelboin, puisqu'on parle des réseaux sociaux, des perquisitions sont menées en ce moment dans les locaux de la plateforme X et le parquet de Paris a convoqué le 20 avril Elon Musk, patron de X. Qu'est-ce que ça dit de l'état actuel des choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il faut replacer ça dans un bras de fer géopolitique qu'il y a entre la France et les États-Unis, qui a commencé en 2024 ou 25 avant l'élection de Trump par un bras de fer entre Elon Musk et Thierry Breton. Elon Musk accusant Thierry Breton d'avoir tenté de passer un deal où il échapperait à une forte amende en échange d'une censure politique d'opposants européens. Et puis ça s'est traduit par, vous connaissez l'histoire de Thierry Breton, une fois Trump revenu au pouvoir, Thierry Breton a été convoqué à une commission d'investigation parlementaire américaine, il ne s'est pas rendu à la convocation. Par la suite, Elon Musk a eu la fameuse amende promise par Thierry Breton, et puis Thierry Breton a eu ces sanctions américaines, l'interdisant du territoire. Là, on est dans le c'est une représaille. On est dans les représailles, et donc on rend la monnaie de sa pièce à la puissance américaine en convoquant Elon Musk, qui ne se rendra vraisemblablement pas, sauf à faire vraiment de la provocation. Ça va être drôle à observer. Voilà, pas plus que Thierry Breton n'ira aux États-Unis. Elon Musk ne répondra à la convocation de la justice. Voilà, on pourra aussi convoquer l'ayatollah Khamenei, mais je pense qu'on aurait peu de chance de l'avoir. Merci Fabrice Epelboin pour ce témoignage. Je suis persuadé qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que il semblerait que les dégâts ne sont pas terminés.